Hello, hello mes amis, la suite de notre voyage à Boston et en Nouvelle-Angleterre, c'est Priscille de Dans les Bouchons, qui actuellement est en pleine nature. Donc, programme donc de ce samedi 24 mars. Donc ce matin très tôt, nous nous sommes levés et nous sommes allés, donc nous étions donc à l'hôtel depuis hier soir à Stockbridge. Nous sommes allés dans le vieux village de Stockbridge qui s'appelle Old Stockbridge et qui est en fait un village musée, donc entièrement basé sur un village existant qui a été complètement rénové. Et puis donc on rentre dans ce village, on paye son petit ticket, et puis là il y a toute la reconstitution d'un vrai village du début des années, entre 1790 et puis 1840-50, dans ces eaux-là, donc fin 18e jusqu'à mi-19e siècle. Et puis en plus, aujourd'hui, on avait une animation super sympa puisque c'était le Maple Day, donc la fabrication du sucre d'érable. Donc quand on rentre dans ce village, on a donc tout un chemin à faire. C'est assez grand, c'est assez grand. On était vraiment là pile à 9h30. Nous sommes partis à un peu plus de midi. On n'a pas chômé, on n'a pas chômé du tout. On a bien fait le tour. On n'a pas marché très vite, mais on a bien fait le tour. Et puis surtout, chaque petite maison, on s'arrête, il y a quelqu'un dedans, en costume, qui nous explique ce qu'il fait. Et donc, en l'occurrence, une des premières maisons qu'on a fait, il y avait une dame qui était donc en train de faire du sucre à base de sucre de sirop d'érable. Donc, elle nous a montré comment elle faisait cuire la sève, qui a été déjà la première fois cuite, qui est recuite et recuite et recuite, qui est ensuite mise dans des pots où la mélasse se goûte petit à petit. Donc, quand il y a beaucoup de mélasse, c'est assez malléable et c'est encore très très foncé. Et puis au fur et à mesure que on retire la mélasse et qu'on retire l'humidité, cela devient presque comme du sucre blanc, des pains de sucre blanc. Et donc c'est un process qui est très 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 long puisqu'elle nous a expliqué que pour faire donc un pain qui doit faire quelque chose comme 1 kilo ou 2 de sucre d'érable, en fait il faut 40 gallons de sève. Et donc, a priori, si j'ai bien compris, 40 gallons, ça fait 160 litres. C'est quand même un truc de fou. Et donc, je lui ai demandé pourquoi est-ce que les gens faisaient ça à cette époque-là. Et donc, c'était déjà un acte militant. Et je trouvais ça absolument fabuleux. Les gens de cette région faisaient eux-mêmes leur sucre et s'en servaient pour les pâtisseries, etc. Et au lieu d'acheter du sucre de canne qui était fait par les esclaves qui étaient donc dans le sud des États-Unis. Et donc, pour ne pas encourager l'esclavage, ils boycottaient donc l'achat du sucre de canne pour donc utiliser le sucre d'érable, même si c'était très cher à fabriquer, très long à fabriquer, parce que ça demandait beaucoup de sève, ça manque 2 jours de cuisson, enfin c'est pas un truc économique, mais c'est déjà un acte militant, et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa comme histoire. Donc après, effectivement, on arrive à faire un sucre qui est quasiment blanc et qui peut donc être utilisé tout à fait en pâtisserie sans trop colorer la pâte. Donc on a vu aussi comment on extrayait la sève avec des espèces de petits tuyaux là qu'on plante dans les érables. Donc j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y avait, depuis quand en fait on utilisait le sirop d'érable, et puis qu'est-ce qui avait été à l'origine de ça, parce que pourquoi pas prendre la sève, je sais pas, des sapins, la sève des chênes, des bouleaux, je sais pas quoi, pourquoi l'érable? Alors il n'y a pas d'explication. On ne sait pas, a priori, quand a été lancé ou créé ou pourquoi le sirop d'érable, puisque en fait l'utilisation de la sève de l'érable pour faire du sucre était déjà présente lorsque les colons sont arrivés. Les Natives Americans, donc autrement dit ce qu'on appelle nous les Indiens, le faisaient déjà. Par contre, eux, comme ils n'avaient pas encore l'art du métal, ils n'avaient pas des casseroles en métal, ils mettaient ça dans une espèce de grand panier et ils mettaient des grosses pierres chaudes autour, parce qu'évidemment, le panier, ils ne pouvaient pas le mettre au feu.
Donc ils mettaient ces grosses pierres chaudes au four. C'était hyper long, hein, l'histoire, forcément, parce que c'est pas comme s'ils mettaient ça au feu, pour pouvoir faire eux-mêmes leur sucre aussi, hein. Donc là, c'était pas un acte militant, parce que c'était un peu différent, mais en tout cas, voilà, ça vient d'eux. Mais donc du coup, on ne sait pas, hein, on ne sait pas quand est-ce que c'est vraiment apparu, pourquoi l'érable, voilà, pourquoi pas d'autres. Donc les petits gars là qui faisaient le sirop me disaient quand même qu'il y avait certains arbres dont la sève est absolument ignoble. Là, on a goûté la sève qui coule. Alors il faut quand même se creuser les méninges, parce que quand on goûte la sève, elle est composée à 98% d'eau, ça n'est pas sucré, enfin ça, faut vraiment être très imaginatif, hein, pour aller chercher du sucre là-dedans. Et bon, bref, en tout cas, c'est comme ça, hein, il y a quelqu'un qui l'a inventé à un moment. Donc on a vu tout ce processus dans le village. Et puis alors dans le village, on a aussi discuté avec le potier, avec des fermiers, avec le gars qui fait les chaussures, hein, je me souviens plus, voilà, le cordonnier. Alors, on a vu comment il faisait les chaussures à l'époque, alors, un truc de fou, quoi, hein. La grosse semelle de 3 cm qui était faite d'épaisseur de cuir. Et puis alors pour fixer la semelle, il faisait des petits clous en bois, donc genre 2-3 cm de haut, hein, il fallait la semelle quand même elle soit assez épaisse, hein, sinon elle va transpercer le pied. Et puis des trucs assez larges quand même, ça faisait bien 3-4 mm. Et puis alors vas-y avec son petit marteau, tac tac tac, il faisait ça tout autour. Ensuite avec une espèce de tout un tas de petits couteaux de différentes formes. Alors vas-y que je te lisse ça, je te fais ça bien à plat et tout. Mon Dieu, quel travail. Enfin bref, donc là il nous montrait. Et alors donc j'ai appris qu'à cette époque-là, quand il faisait des chaussures, il faisait les deux pieds pareils. Donc c'était une forme plutôt droite, hein, par rapport à maintenant. Et puis donc un cuir bien épais, hein, la semelle super grosse, super épaisse, bien dure, hein. Alors là il n'y a pas de souplesse, hein. Là je veux dire c'est pas mes petits Skechers qui se déplient le truc. Enfin, j'ai l'impression de marcher avec des briques aux pieds, presque les sabots. Et puis donc à force que le pied se mette dans la chaussure, bah, il prenait la forme du pied droit et du pied gauche, hein. Moi qui ai les pieds fragiles, je me suis dit mon Dieu, les ampoules qu'il devait avoir avant que le pied, enfin la chaussure se fasse au pied, ça devait être quand même quelque chose de fantastique. Bref, on est quand même bien au XXIe siècle. Et puis donc après, donc on a continué notre tour du village, on a vu des fermes, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu, le tonnelier, donc il nous a expliqué comment il faisait les tonneaux, comment il faisait les seaux, la différence entre le seau dont on se sert pour mettre juste des fruits, des légumes, donc il n'y a pas besoin d'une grande étanchéité, et puis le seau ou le tonneau où là on va mettre du liquide et ça a besoin d'être super étanche. On est allé voir donc le maréchal Ferrand, on a vu des moulins, enfin je vous en passe, c'est les meilleurs. Et alors le cadre il est magnifique, on a l'impression qu'on est dans la petite maison dans la prairie. D'ailleurs on est même passé donc dans le petit marché, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, la boutique qui vend de tout, hein, et c'est tout juste si on n'a pas vu, comment elle s'appelait, Harriet Olson, hein, et puis sa fille Nelly. Parce que là, ça ressemblait, mais vraiment à la boutique de la petite maison dans la prairie. C'était absolument incroyable, ce village. Mais c'est vraiment fantastique. On était vraiment voilà, dans un autre monde. En plus, on a eu une chance magnifique, c'est que comme le temps s'est levé depuis hier, donc hier, il faisait pas hyper beau, mais c'était quand même super clair. Ce matin, on s'est levé, il faisait froid, certes, mais alors un ciel bleu superbe. Donc pour aller se promener là dans ce village c'est un peu vallonné, il y a les petits étangs qui étaient en train de dégeler, enfin voilà, c'était un cadre idyllique. Là vraiment, on était dans un autre monde. En plus, il y avait très peu de personnes, parce qu'on est vraiment arrivé au début. C'est pas la saison, il y a quelques familles qui étaient là, mais vraiment on n'était pas gênés par les voisins, hein, par les autres visiteurs. Vraiment, grand moment. Et puis, évidemment, à chaque fois qu'on s'arrête dans une maison, les gens vous expliquent, les gens vous parlent, vous leur posez des questions, ils vous expliquent leur métier avec la passion et tout ça. Voilà, en plus, forcément, avec mon super accent anglais, on avait repéré que j'étais pas de là. Donc, des mots de sympathie par rapport au problème qui s'est passé donc, dans l'Aude et de l'attaque terroriste qu'il y a eu. Enfin, voilà, vraiment une magnifique matinée. Vraiment, c'était absolument fantastique. Donc, de là, nous avons pris notre super 4x4, direction Hartford. Et donc, à Hartford, nous sommes allés au musée
au musée de Mark Twain, dans la maison, et le musée Mark Twain, donc à Hartford. Donc une maison, pareil, sublimissime. Oh là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, malheureusement, l'intérieur, on ne peut pas le photographier, donc je ne mettrai pas de photos. J'ai pris 2-3 photos de l'extérieur de la maison. Donc c'est une maison qu'il a fait construire avec sa femme, dans laquelle il a eu 3 de ses 4 enfants, en l'occurrence ses 3 filles. Son fils, lui, était mort petit, hein, donc il n'a jamais vécu dans la maison. Donc il est rentré dans cette maison de mémoire en 1871, et il y a vécu jusqu'à, grosso modo, la fin du 19e siècle. Et c'est là où il a écrit pratiquement tous ses livres, enfin en tout cas une très très grande partie. Alors la maison, un truc, c'est gigantesque, mais alors c'est sombre, c'est sombre, c'est sombre, c'est sombre. Donc là, ils ont mis exactement les lumières, exactement comme c'était à l'époque. Bon, c'était avec du gaz, machin. Mais là, c'est sombre, et alors il y a des boiseries avec un bois extrêmement foncé. Donc peut-être qu'à l'époque c'était un peu plus clair, et qu'avec le temps, ça s'est patiné, c'est devenu très sombre. Mais vraiment, le bois est presque noir, hein. Mais alors en plus, les tentures, c'est plutôt bordeaux, les peintures, les papiers peints, pareil, bordeaux, les couleurs foncées, 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 foncées. Donc bon, et puis alors la déco un peu chargée, hein, quand même, c'est pas le goût de l'époque, mais enfin bon, c'était extrêmement sympathique. On avait une jeune femme, un guide, qui était très dynamique, mais alors qui parlait comme une mitraillette, donc il fallait vraiment que je me concentre, parce que pendant 1 heure, elle n'a pas arrêté. C'était très riche en petites anecdotes et tout ça. Et je ne vous cache pas que malgré mon niveau d'anglais, ou plutôt quand même je comprends, par moments je décrochais un peu, parce que là, ça partait dans tous les sens. En plus, elle arrivait sur des détails d'architecture, des trucs où je ne maîtrise pas forcément le langage. Déjà en français, en anglais, n'en parlons pas. Mais vraiment, c'était très très bien. Donc on a tout vu, toutes les chambres, la salle de billard, la salle d'écriture, les cuisines, la chambre du butler, je ne sais même plus comment ça s'appelle, un butler en français, enfin le gars qui fait le service, là, le majordome, hein, je pense que c'est le nom, majordome. Enfin voilà, et puis évidemment, toute la vie de famille, etc. de Mark Twain. Donc c'était vraiment, vraiment très très sympa cette visite. Donc si vous passez par là, arrêtez-vous à Dartford. Et ensuite, eh bien, dans le sud, donc à quelques encablures, je pourrais dire, de Hartford, il y a une petite ville qui s'appelle Old Westerhild. Enfin, c'est juste à côté. Et là, pareil, on avait l'impression d'être de retour à Deerfield. Donc là, vieux village, alors par contre, là, entièrement encore habité, avec des maisons de 1760, 1800, tout en bois. Alors pareil, les couleurs, vert, jaune, rose, bleu, bordeaux, grise, bref, toutes les couleurs. La petite église avec le clocher tout blanc qui va bien au milieu. Enfin bref, très très beau aussi. Donc là, on a mangé, on s'est arrêté dans une petite... alors, un truc très très drôle, voilà. Il était quand même 3h de l'après-midi, on n'avait pas mangé depuis le matin, on avait quand même un peu faim. Et puis donc on arrive dans ce village, là, Old Westerfield, et puis premier truc qu'on voit, un restaurant italien. C'était un restaurant italien. On rentre dedans, moi j'avais quand même pas hyper faim, et puis je dis, bon, allez, moi je prends une petite salade. Paul me dit, moi j'ai pas trop faim non plus, mais bon, allez, tiens, je vais prendre un hamburger. Ok, très bien. Et puis tout à coup, donc habituellement quand on choisit un restaurant, je prends TripAdvisor, mais là, voilà, je savais qu'on voulait aller visiter ça, on s'est posé, on a trouvé un truc, on s'est pas posé de questions, on est rentré, toc, on s'assoit. Et puis donc moi je donnais sur la fenêtre, et elle donnait sur le comptoir, et elle me dit, oh, regarde la pile de boîtes de pizza qu'ils ont préparées d'avance. Et là je vous mens pas, il y en avait des centaines, mais des centaines, du sol au plafond, et ils étaient en train d'en plier. Et je me dis, mais pour qu'ils en plient autant, c'est qu'ils prévoient d'en vendre beaucoup, et s'ils en vendent beaucoup, c'est que certainement c'est une bonne pizza. Effectivement, nous sommes allés sur TripAdvisor, et là nous avons vu que c'était effectivement le meilleur restaurant de la ville, et que donc les critiques étaient absolument dithyrambiques sur la qualité des pizzas. Et nous, bravement, on avait pris une petite salade grecque et un hamburger. Bref, ça nous a fait rire, hein. Bon, bref, de là, nous avons fait notre petit tour, et puis nous sommes allés à l'hôtel. Donc là, nous sommes à Wallingford, qui est au nord de New Haven.
Nous avons posé nos valises et comme il faisait encore très beau, mais vraiment très beau, j'ai suggéré qu'on aille faire une petite virée jusqu'à la mer pour voir le coucher de soleil. Et donc là, nous sommes allés dans une petite ville côtière, dont bien évidemment, j'avais bien repéré le nom pour vous le dire et je l'ai perdu. Comment ça s'appelle? C'est en face d'un petit ensemble d'îles qui s'appelle de Thimble Island, sans le H. Donc ce sont des toutes petites îles. Et alors sur chaque petite île, il y a des maisons. Hein, mais pas n'importe quelle maison. Hein. Et donc on est allé à cet endroit-là. Ça s'appelait, je ne me souviens plus. Bon, si ça me revient, je vous dirai. Mais là, ça ne me revient pas. Et nous avons vu un coucher de soleil absolument splendide. Splendide en plus, un petit port tout sympa, tout mignon. Il n'y avait pas un chat, nous étions toutes seules. Et là, on a fait de très très belles photos avec un ciel qui a fini par être tout rougeoyant. Enfin bref, c'était... voilà. Donc on a eu une journée absolument idyllique, hein, entre la petite maison à la prairie le matin, Mark Twain, Tom Sawyer dans l'après-midi, de nouveau ce village ancien dans la fin de l'après-midi, et puis ce soir, ce coucher de soleil absolument splendide. Et donc, pour rattraper notre faux pas avec la pizza de cet après-midi, ce soir, nous sommes allés manger une pizza dans, a priori, la meilleure pizzeria de New Haven, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Pepe Pizza. Enfin, ça ne s'invente pas un nom pareil, hein, ça fait un peu mafieux. Et effectivement, on a mangé une pizza de la mort qui tue. C'était absolument fantastique. Voilà. Donc, c'est tout pour notre visite d'aujourd'hui. Demain matin, nous partons visiter Yale, qui est donc encore une des très grandes universités américaines. Et pour le temps, là, c'est une grande inconnue. Parce que ici, là où nous sommes actuellement, donc à 15 km de New Haven, on nous annonce de la neige. Et puis, la chaîne météo annonce qu'à New Haven, demain, il fera beau. Donc, on verra bien demain matin, hein, on verra bien le temps que nous aurons. J'aimerais quand même qu'on ait un peu de soleil parce que les locaux, en tout cas les bâtiments de Yale, ça a l'air d'être vraiment un truc mais très beau. Et s'il pouvait y avoir un petit rayon de soleil pour faire une petite photo sympa, parce que franchement les photos de Harvard, elles sont moches, ce serait bien. Bon, on verra bien. On va faire des incantations toute la nuit et peut-être que ça marchera. En tout cas les amis, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.